Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence. Nous sommes en direct de Toulouse avec du public et sur Internet, sur le site www.prefond.tv. Merci de votre présence au programme de Prefond TV, de l'actualité, bien sûr, Prefond, mais aussi des informations locales, des informations de conjoncture économique. Il est à noter que nous sommes aujourd'hui dans la semaine de l'investissement responsable. Vous le savez, Prefond est attaché à suivre l'épargne retraite de ses affiliés et nous aurons dans 20 minutes un débat sur le sujet « La finance peut-elle être responsable ?» Nous aurons 45 minutes de direct. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Denis Lefebvre, président de la Prefond. Bonjour. Bonjour. Ainsi que M. Christian Carrega, directeur général de la Prefond. Bonjour. Alors avant de commencer cet échange, vous pouvez poser vos questions, que vous soyez en public ou sur Internet, via SMS sur le 06 44 63 07 22. N'hésitez pas et tout de suite le point Prefond. Ces rencontres que Prefond organise, comme celle-ci, sont une façon de communiquer directement avec les affiliés présents ici et sur Internet. Pour débuter, Président, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Prefond ? La Prefond a été créée, comme vous avez pu l'entendre dans ces petits films, en 1964 par une association de hauts fonctionnaires et par 4 organisations syndicales qui sont toujours existantes aujourd'hui, la CFDT, la CFTC, FO et la CGC, et qui, à l'époque, ont eu l'intuition d'opter pour un système par capitalisation qui s'est avéré pérenne à travers le temps. Nous proposons un régime de retraite facultatif pour répondre à la problématique bien connue des primes des fonctionnaires qui ne sont pas intégrés dans le calcul de la retraite, situation qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas réglée et qui était déjà importante dans les années 60. Nous sommes gérés par, d'une part, des administrateurs bénévoles, syndicalistes, personnalités qualifiées, qui sont des experts, souvent des hauts fonctionnaires. Nous avons aussi une équipe salariée autour du directeur général. Et nous sommes un régime qui est coassuré par CNP Assurance, adossé à CNP Assurance, et coassuré par AXA, Groupama et Allianz, qui sont, comme vous le savez, des sociétés d'assurance très puissantes en Europe. Par la capitalisation et par cette organisation, nous avons fait preuve de solidité et de pérennité à travers le temps. Alors, cet échange est centré bien sûr sur les questions d'actualité, des questions d'actualité qui sont très importantes pour les affiliés de la Prefond. Président, quels sont les points d'actualité que vous voudriez signaler ce soir à Toulouse ? Bon, la Prefond reste très mobilisée sur la représentation des intérêts de nos affiliés et des agents publics. Et nous avons suivi donc récemment tout le dossier de la loi Pacte et les changements importants pour l'épargne retraite en général et pour Prefond en particulier. Et au cours de cette réunion, nous rentrerons davantage dans le détail. Nous avons effectivement été attentifs à préserver les intérêts de nos affiliés et à leur offrir de nouvelles options. Et nous suivons en général le dossier ardu de la fiscalité, qui est un dossier de première importance pour nos affiliés, pour la Prefond en général. Alors nous sommes ce soir présents à Toulouse. Première question sur ce sujet. Pourquoi Toulouse et aussi pourquoi ce nouveau format en public et en Web TV ? Alors, bon, d'une part, Toulouse est une ville en pleine croissance, importante et aussi magnifique. Et donc, nous quasi-inaugurons ce nouveau système de communication, Prefond TV. En effet, au sortir de la crise financière de 2008, on a bien senti qu'il fallait informer encore davantage nos affiliés qui pouvaient avoir quelques inquiétudes et les informer en toute transparence. On a fait ça pendant 10 ans, on a dû passer antérieurement à Toulouse, mais maintenant on adopte, avec les nouveaux moyens de communication, un système que l'on considère plus interactif, plus moderne,
mettant au cœur de notre communication Internet. Et au cours des 34 réunions que nous avons organisées ces dernières années, on a répondu à des milliers de questions. Et dans le film, on a rencontré 10 000 affiliés. En tout cas, nous veillons à inviter le plus d'affiliés possible. Donc on renouvelle le format via une émission de télévision diffusée en direct sur Internet. Nous avons inauguré ce nouveau concept à Grenoble en juin, pleine canicule, et nous n'étions pas venus, comme je l'ai dit, à Toulouse depuis longtemps. On envisage d'aller à Toulon la prochaine fois. On va évoquer maintenant la partie un petit peu chiffres. Christian Carrega, quels sont selon vous les chiffres importants que vous souhaitez communiquer à notre public ? Alors c'est des chiffres que vous connaissez puisque ça concerne le département de la Haute-Garonne, 129 000 agents publics, ce qui fait un taux d'équipement pour ramener à la population qui est plutôt élevé, 82 pour 1000, alors que la moyenne nationale est à 72 pour 1000. Plutôt des femmes, 62% de femmes. Évidemment, c'est dans la fonction publique d'État qu'on trouve le plus d'agents publics, 62 000, et dans la territoriale à 48 000. Voilà, donc un taux d'équipement un nombre d'agents plutôt élevé. Si je m'intéresse maintenant aux cotisants que vous êtes dans le département 7200 à cotiser, principalement là aussi des femmes, avec une cotisation moyenne en classe 6 autour de 920 € et un âge moyen des cotisants de 51 ans. Et je signale une croissance assez forte depuis 2013-2014, notamment de fonctionnaires de la territoriale et de femmes de la territoriale qui viennent dans une logique de prévoyance. C'est un peu la tendance qu'on observe France entière, mais particulièrement importante dans la Haute-Garonne. Si on regarde les allocataires, donc ceux qui touchent une rente, vous êtes 3 900 dans le département à toucher une rente préfonds, en moyenne une rente qui est autour de 2 700 € par an. Alors, il y a un nombre de femmes qui est plus élevé là aussi, et un taux de reversion qui, pour le coup, est beaucoup plus faible que parmi les cotisants. Autant en phase de cotisation, vous êtes 68% à choisir la reversion. En phase d'allocation, vous n'êtes que 24% à choisir la reversion. Alors j'indique ces chiffres-là parce que souvent, parmi les questions qu'on nous pose, c'est est-ce que j'ai intérêt à faire la reversion avant-après ? Donc vous avez comme ça un peu ce que font finalement vos collègues agents publics, à la fois en phase de cotisation et en phase lorsqu'on est allocataire. Et dernier point à signaler, le niveau moyen des rentes perçues par un homme et par une femme sont équivalents, même si les comportements sont différents. Une femme rentre un peu plus tardivement dans le régime et par contre va cotiser plus longtemps. Et un homme a une cotisation qui sur une durée plus courte, avec un montant de cotisation qui est un peu plus élevé. Mais au final, le montant de l'allocation est la même. En fait, c'est proche dans les deux cas des 2 700 € que j'évoque par an. Alors les affiliés préfonds commencent à poser leurs questions sur le SMS que je vous ai signalé tout à l'heure. Je vous rappelle que nous vous répondrez très précisément à ces questions dans une partie un petit peu plus en fin d'émission. Merci à tous les deux pour ce premier point. Nous allons maintenant avoir le point local. Fred Menuet nous a rejoint. Bonjour Fred. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à vous. Vous êtes humoriste. Oui. Vous avez publié récemment, si je ne m'abuse, le petit illustré du parfait toulousain. Voilà, parce qu'il y a des règles à savoir pour être un vrai Toulousain. D'accord, on va voir ça. Et vous avez préparé pour notre public une petite rubrique, un billet d'humeur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a peut-être des Toulousains, des néo-Toulousains ou des gens qui ne connaissent pas encore Toulouse. Vous parlez de la ville rose. Toulouse, 4e plus grande ville de France selon l'INSEE. Première plus belle ville du monde selon les Toulousains. Il faut savoir que le Toulousain est chauvin. Sachez qu'on n'a pas choisi de naître Toulousain, on a juste eu de la chance. Alors, géographiquement, Toulouse est très très bien située. À l'ouest, vous avez les États-Unis, à l'est, la Russie, au nord, le Groenland et au sud, le Pas-de-la-Casse. On peut dire que c'est très très central. Au milieu de la ville coule le canal du Midi, créé en 1680 par Pierre-Paul Riquet, ainsi que la Garonne. Très pratique la Garonne, c'est notamment là que j'ai trouvé, moi, ma machine à laver. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui viennent du nord, pour nous le nord, c'est au-dessus de Cahors, ont été étonnés en levant les yeux au ciel
et en voyant cette grosse boule de feu dans le ciel, ici à Toulouse, on appelle ça le soleil. Voilà, sachez-le. Sachez qu'à Toulouse, on compte plus de 385 jours de soleil par an, un peu comme à Marseille, et tout ça sans exagération, ce sont des chiffres exacts. On va parler de gastronomie. Hein. Vous le savez, ici, on mange des chocolatines que l'on met dans une poche, que l'on range ensuite dans la malle. Ça est un petit peu particulier pour vous. Alors attention à vous. Hein. La dernière personne qui a commandé un pain au chocolat à Toulouse est encore dans le coma. Voilà, ça, sachez-le. Pour la gastronomie, le Toulousain est patient et peut faire la queue pendant 2h30, 3h30 devant le restaurant L'Entrecôte, non loin d'ici, où on y trouve sa fameuse sauce, dont les secrets restent gardés. D'ailleurs, à Toulouse, tout le monde est obligé de saucer, car qui ne sauce pas n'est pas toulousain. Pour les fans de rugby. Ici, on mange aussi des tapas. Hein, ils ont d'ailleurs envahi la ville, resto tapas, bistrot tapas, crêperie tapas, pharmacie tapas, auto-école tapas. Les Toulousains en sont fiers. D'ailleurs, n'étions pas fiers comme un bar tapas. Les amateurs de jeux de mots se régalent, j'ai l'impression. Alors, expression. Ici, on a nos propres expressions. Ici, on dit « à un moment donné hein, ». Contraction de l'expression « à un moment donné ». Expression qui vient d'une célèbre chanson d'un groupe des années 80. Je vous laisse le dire. C'est Émile et Mage. Alors, si c'est pas lui, c'est l'autre. Les Gold. Les Gold, voilà. Et cette chanson « Ohé, ohé, capitaine, à un moment donné ». Voilà, a priori, ça vient de là, hein, je crois. De même qu'ici, à Toulouse, on dit « bout du con ». Alors, bout du con n'est pas une insulte ici, c'est une ponctuation. C'est un point ou une virgule. La ponctuation qui nous amène à la ponctualité des Toulousains. Alors, il faut savoir, messieurs, dames, que quand un Toulousain est à l'heure, c'est qu'il s'est trompé de jour. Voilà, il n'y a pas de... Ce qui arrange beaucoup la direction de la gare Matabio. La gare Matabio, dont les travaux vont peut-être se terminer fin 2058. On croise les doigts. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à tous que les employés SNCF vous souhaitent à tous et à tous une très bonne année 2006. Voilà, ça c'est fait. Économie maintenant. À Toulouse, à peu près 90% de la population travaille chez Airbus. Voilà, on le sait. Et on reconnaîtra d'ailleurs l'ingénieur d'Airbus à son badge, hein, qu'il ne quitte pas, même dans les centres commerciaux de la ville, il a toujours son badge. Alors, le reste de la population qui ne travaille pas chez Airbus, eux, travaillent chez Thales. Donc ça n'a rien à voir. Et les chanceux des Toulousains, eux, travaillent chez Préfond. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour vous. Sport, bah, vous le savez, ici, tout le monde joue au rugby. Et tous les joueurs de rugby sont des sportifs. Faites attention à ce que vous dites, des sportifs. D'ailleurs, demain, il y a un match France-États-Unis, hein, 9h35, en plein milieu de la nuit, ce qui va permettre une bonne excuse pour prendre l'apéro à 9h30 du matin. On est tous d'accord ici à Toulouse. Le week-end, on va tous en stade en famille, qu'on le connaisse ou pas les règles. Moi, la dernière fois, dans les tribunes, j'ai entendu dire quelqu'un dire « Ah bah lui, je le connais. Lui, c'est le mois de janvier du calendrier. » Voilà, tout le monde ne connaît pas bien les sportifs. Ah, autre sport très important, le code de la route à la toulousaine. Oui, parce qu'il existe un code de la route particulier ici chez nous. Pour vous citer un petit peu la conduite à la toulousaine, c'est une conduite qui se situe à mi-chemin entre la conduite à Istanbul et la conduite accompagnée. Alors, objet tout nouveau ici à Toulouse. Moi, à mon époque, ça n'existait pas, mais les voitures neuves maintenant en sont toutes équipées. Certains vont même découvrir ce mot ce soir. Il s'agit du clignotant. Alors, à Toulouse, c'est encore un prototype, hein, le clignotant. D'ailleurs, on le voit, hein, ça marche pas, ça marche pas. Donc, pour l'instant, dans le doute, à Toulouse, vous faites comme avant, vous le mettez pas. Voilà. Parce que, en plus, si vous mettriez votre clignotant, les gens vont penser que vous n'êtes pas du coin, et là, vous allez charger. Pour éviter les bouchons à Toulouse, on évite la rocade. Et ce, de 7h30 le lundi matin à 19h30 le vendredi soir. Attention, en cas de pluie, on multiplie ce temps par 2. En cas de neige, par 4. Et en cas de pluie, de neige, et en cas de véhicule devant vous immatriculé 12, 32, 33, 81 ou 82, on abandonne son véhicule et on opte pour le tramway. Hein, c'est beaucoup plus simple. Alors, on en vient à parler des voisins. À Toulouse, nous, on aime tout le monde. Hein, qui aime bien, charrie bien. Par exemple, nos voisins aveyronnais. Même si c'est vrai qu'à Toulouse, on dit tous que les aveyronnais sont tous un petit peu économes. Voilà, pour pas dire radins. Ah bah si. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui paye sa tournée en Aveyron? Un touriste. C'est pour vous donner un exemple. Vous savez comment on appelle un Aveyronnais qui veut vous emprunter de l'argent? On ne l'appelle pas, tout simplement. Ensuite, vous avez l'Ariège, un terre-courage, car il en faut du courage pour habiter là-bas. Alors, bonne nouvelle, dans quelques semaines, l'Ariège va être équipé d'Internet, enfin, en 56K. L'Ariège, bien connu pour ses coins à champignons, hein, comme le Gers ou comme la Jonquera. Alors, celle-là, elle pique un petit peu les yeux, je vous l'accorde, pour les connaisseurs. On connaît la rivalité, évidemment, Paris-Marseille. Alors, nous, nos meilleurs ennemis, eh bien, ce sont les Bordelais, avec cette phrase que vous allez entendre dans tous les coins de la ville. Les Bordelais, ils sont tous méchants, même si j'en connais pas personnellement.
La culture et les visites. Alors, entre le musée des Augustins, le musée des Abattoirs et l'inévitable place du Capitole, la liste est longue, mais culturellement, les Toulousains et les Toulousaines se passionnent tous pour la même chose. Il s'agit de l'apéro. À n'importe quel moment, hein, le Toulousain se demande qu'est-ce qu'il va boire avant l'apéro. C'est une question qui revient. Cette activité se passe généralement en famille, chez Tonton. Il faut connaître, hein, place Saint-Pierre, où se déroule la fête des voisins. Sauf que là-bas, la fête des voisins, c'est tous les soirs. D'ailleurs, en hommage à toutes les personnes disparues trop tôt en soirée, il est de bon goût de déposer une gerbe place Saint-Pierre. Les personnages célèbres, ils sont nombreux, hein. Au lieu de la musique Toulouse, on pense évidemment à Claude Nougaro, Zebda et Émilie Image, et plus récemment Big Flo et Oli, hein, que les jeunes adorent écouter en mangeant un fast-food avant d'aller se coucher. Ne dit-on pas un McDo, un Big Flo et Oli. Voilà. Pour finir sur ce jeu de mots un petit peu douteux, sachez que le Toulousain est en éternelle lutte. D'ailleurs, Toulouse, ville étudiante, et dans toutes les facs de la ville, grève, c'est une matière. Et les Toulousains ont différents combats, par exemple pour la réintroduction des êtres humains en Ariège, ou pour bâtir un mur de séparation entre Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, ou encore pour qu'on passe le quart d'heure toulousain à 22 minutes. En bref, vous l'aurez compris, ici, on n'est pas chauvin, mais Toulouse, c'est quand même la plus belle ville du monde. Merci à vous, merci. Merci Fred Menuet pour ce très très beau moment. Nous allons désormais parler de choses un tout petit peu plus sérieuses et nous passons au point conjoncture. Avant la prochaine séquence, le plateau actualité, nous avons le plaisir d'écouter Denis Ferrand, qui est docteur en économie et directeur de conjoncture du cabinet Rock the Code. Écoute-le. Nous sommes dans une phase de ralentissement économique mondial et non pas de phase de récession à l'échelle mondiale. Il faut bien faire la différence entre les deux. Nous sommes dans un moment où il y a un ralentissement marqué et même une contraction d'activité dans certains pans de l'économie mondiale, mais pas du tout un phénomène généralisé. Un risque, c'est qu'à force d'entendre parler d'un risque récessif, à ce moment-là, eh bien, des comportements peuvent en quelque sorte se geler et alors ce risque récessif peut se manifester. Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut faire attention à quelques points. Pourquoi y a-t-il accentuation de cette perception d'un risque récessif ? Tout d'abord parce qu'on a une contraction d'activité qui est forte et qui est durable dans le secteur industriel en Allemagne. C'est un phénomène qui a débuté l'année dernière, qui se prolonge et dont pour l'instant, on ne voit pas la fin. Et puis on a aussi un phénomène qui est très particulier, qui est le fait que les États-Unis rentrent en retard dans le processus de ralentissement économique. Habituellement, ce sont les États-Unis qui donnent le tempo de l'activité économique mondiale. Cette fois-ci, le retournement d'activité dans l'industrie est venu d'abord d'Asie et d'Europe, et en particulier en Allemagne, et désormais, il se propage aux États-Unis. Est-ce que pour autant, donc on est sur un scénario qui est très localisé, est-ce que pour autant, tout risque récessif doit être écarté ? Par certains aspects, on se rend compte qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, les facteurs objectifs qui sont présents. Les facteurs objectifs qui déclenchent les récessions, ce sont les hausses de prix du pétrole, parce que cela fait un prélèvement sur le pouvoir d'achat. Ce sont les hausses de taux d'intérêt, parce que cela désolvabilise les entreprises. Et puis, ce sont des éclatements de bulles sur des valeurs d'actifs financiers. Pour l'instant, on ne les voit pas, ces manifestations. On ne voit pas non plus d'augmentation de la sinistralité dans les entreprises. Il n'y a pas d'entreprises qui partent plus en situation de cessation de paiement, pas plus qu'il y a de plus en plus de ménages qui sont en situation d'incapacité à faire face à leurs échéances. Donc, on n'a pas les mécanismes déclencheurs habituels des récessions que l'on a connues par le passé. C'est ce qui peut nous rendre relativement sereins. Pour autant, est-ce que tout risque est à écarter ? Non, parce qu'il faut être très vigilant sur le risque de capillarité que l'on peut avoir à partir de ces récessions locales, la récession locale sur l'industrie en Allemagne. Il faut surveiller s'il n'y a pas un effet de diffusion dans d'autres secteurs d'activité. On pense en particulier aux activités de services ou à la consommation en Allemagne. Donc ce sont des points sur lesquels il faut être vigilant. Et puis les risques, on sait qu'ils tiennent aussi à des éléments qui échappent un peu à l'analyse économique, qui sont les tensions commerciales que l'on a entre les États-Unis et la Chine. Pour autant, il ne faut pas passer sous silence le fait qu'il y a déjà des pare-feux qui sont très actifs. Ce sont des pare-feux qui s'appellent baisse des taux de la politique monétaire, mais également relance budgétaire qui sont déjà actionnés de manière assez forte
à la fois dans les économies émergentes et dans plusieurs économies avancées. Donc l'ensemble de ces éléments vient nous protéger d'une certaine manière du risque récessif, mais en revanche, ce dont il faut bien être conscient, c'est que ce que marque ce ralentissement, c'est que nous sommes amenés à prendre progressivement conscience de ce que la croissance est vouée à être un peu plus faible, durablement, tendanciellement, qu'elle ne l'a été par le passé. Et d'une certaine manière, les économies accélèrent moins dans des phases de croissance, mais elles ralentissent moins également, elles baissent moins en termes de niveau d'activité par le passé. Ces économies sont un petit peu plus inertes, elles sont un peu plus inertes aussi sur des rythmes de croissance plus faibles et des rythmes de croissance plus faibles. Cela veut dire aussi un gâteau en termes de revenus à partager qui croît moins vite et cela peut peut-être à terme aiguiser les problèmes, les questions de répartition au sein des économies, qu'elles soient avancées, qu'elles soient émergentes. Donc les questions sont en train de changer de nature. On n'a pas l'impression que ce soit un problème de nature conjoncturelle qui va s'exacerber. Le risque de récession peut être jugulé. En revanche, parce qu'il y a un ralentissement, la question de la répartition sera de plus en plus posée désormais. La question de la répartition sera de plus en plus posée en lien avec cette croissance un peu plus faible que nous signalait Denis Ferrand, docteur en économie. Nous allons tout de suite évoquer maintenant le point actualité. C'est le moment de notre point actualité avec une thématique très liée effectivement à l'actualité. La finance peut-elle être responsable? C'est le thème de ce débat. Nous ont rejoint sur le plateau Madame Michèle Nathan, vice-présidente de la Préfond et en charge de la commission investissement socialement responsable. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Sébastien Pouget, à ma gauche, qui est professeur de finance à l'Université de Toulouse 1 Capitole et co-directeur de la chaire Finance durable et investissement responsable. Bonjour Sébastien. Et puis nous avons encore parmi nous le président de la Préfond, Denis Lefebvre, et monsieur Christian Carrega, directeur général. Avant de commencer cet échange, je voudrais encore vous faire travailler une seconde fois. Vous pouvez vous munir de votre mobile et composer sur le SMS 06 44 63 07 22. Nous allons vous demander un mot tout simple. Dites-nous ce que suscite pour vous le terme finance responsable. Et on en reparlera avec un nuage de mots-clés à la fin de cette séquence. Le débat, la finance peut-elle être responsable, intervient, je vous le disais en préalable, dans le cadre de la semaine de la finance responsable. D'ailleurs, rappelons aux affiliés Préfond ce que l'on nomme l'ISR, l'investissement socialement responsable. L'ISR est un placement financier qui vise à concilier d'un côté la performance économique et de l'autre côté un impact social et environnemental. Vous avez d'ailleurs une petite définition qui s'affiche. Alors, Madame Michèle Nathan, je vais vous poser la première question. La Préfond s'engage sur ce type de financement. Pouvez-vous nous rappeler, sur ce sujet bien précis, la démarche de la Préfond ? Écoutez, la Préfond, nous sommes des syndicalistes d'abord et des agents publics. Et en fait, notre volonté était pour les fonds de la Préfond de ne pas se comporter comme les fonds prédateurs qui recherchent le rendement financier maximal au mépris des salariés et de leurs droits et au mépris de l'environnement. Donc, notre objectif est bien de pouvoir concilier l'ensemble de ces intérêts et pour pouvoir obtenir à la fois du rendement financier, mais aussi des bonnes pratiques. Ça fait une quinzaine d'années que l'ISR existe. Et pour la Préfond, nous avons établi une charte avec nos objectifs à partir de 2011. Et comme nous ne sommes pas gestionnaires directs de nos fonds en tant qu'association Préfond, nous maintenons le dialogue continu avec les assureurs qui gèrent nos fonds. Alors, l'investissement socialement responsable semble encore très très mystérieux pour une majorité de Français. Une très récente enquête réalisée par l'IFOP auprès donc des Français évoque le fait que 61% des Français déclarent n'avoir jamais entendu parler d'ISR ou d'investissement socialement responsable. Alors pour nous éclairer, Sébastien Pouget, pouvez-vous nous compléter cette petite définition initiale et surtout nous donner quelques exemples concrets d'investissement socialement responsable ?
Oui, tout à fait. Donc, l'investissement socialement responsable, c'est un investissement qui a un double objectif, à la fois de performance financière et de performance sociétale au sens large, à la fois sociale et environnementale, de qualité. Et donc, cet investissement socialement responsable va se traduire dans la manière dont les investisseurs placent leur argent, dans la manière dont ils choisissent les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc, ça va entraîner des comportements, des stratégies d'investissement qui vont de l'exclusion, du boycott, pour les entreprises qui sont les plus irresponsables. Par exemple, en ce moment, on voit des gros boycotts sur les entreprises liées au charbon. À des stratégies plus positives dans lesquelles les investisseurs essayent de sélectionner au sein de chaque industrie les entreprises qui sont les plus respectueuses à la fois du climat social et de l'environnement. Merci. Nous allons revenir sur la Préfond. Président, quels sont les enjeux de la Préfond sur ce sujet et quelles sont surtout ses initiatives? Déjà, effectivement, on ne comprendrait pas que la Préfond, qui est à forte gestion syndicale et d'origine syndicale, tourne le dos à l'investissement socialement responsable. Ça serait inacceptable. Donc on s'est engagé dans ce dossier, comme l'a dit Michel Nathan, avec dynamisme. Et on a un rôle incitatif, d'ailleurs, même si nous ne faisons pas de gestion directe, on a un rôle incitatif vis-à-vis de la CNP et des co-assureurs pour les pousser à aller dans le sens de l'ISR. Bon, on est membre du Forum pour l'investissement responsable, donc on participe à ce genre d'entité. On a signé plusieurs déclarations sur le financement de la transition énergétique avec d'autres investisseurs, et nous sommes également en soutien des PRI, principe d'investissement responsable, qui est une initiative de l'ONU pour une finance responsable. Donc la Préfond est socialement, de tout point de vue, très investie. Dans cette démarche, Michel Nathan, la Préfond a-t-elle été, je ne sais pas, inspirée peut-être par d'autres acteurs? Oui, on peut dire ça, dans la mesure où beaucoup d'organismes et institutions de retraite sont à gestion paritaire entre les employeurs et les représentants syndicaux, donc que ce soit l'IRCANTEC, les RAFP, l'AGIR-CARCO ou le FRR, qui est un peu différent. En fait, tout le monde s'est un peu mis à l'ISR. Les RAFP a été un peu précurseur, et j'en ai été administrateur à l'époque, quand il a été créé en 2005, et nous avons décidé de mettre tous nos fonds directement en investissement socialement responsable, ce qui a eu un effet d'entraînement sur les autres, sur la place publique des investisseurs. Et à la Préfond, alors c'est plus facile quand on démarrer intégralement en ISR. À la Préfond, c'est un régime ancien, donc quand nous avons démarré, on avait déjà 40 ans de préfonds, donc on ne peut pas basculer un portefeuille comme ça du jour au lendemain. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi de le faire en progression, en dialogue permanent avec nos assureurs. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi la finance finalement s'intéresse à l'investissement socialement responsable ? Tout à fait. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que les financiers se sont rendus compte que pour avoir une vision juste des entreprises dans lesquelles ils investissent, il fallait avoir une approche globale de l'entreprise. Et donc, c'est une approche qui doit s'attacher, bien sûr, aux éléments financiers, pour comprendre la solidité financière, la santé financière des entreprises qu'ils financent, mais aussi de s'attacher à regarder l'environnement de cette entreprise, et notamment son action sur la société. Et ça donne dans l'idée d'une évaluation plus juste, disons, des entreprises. Ça, c'est le premier point, donc un peu une analyse financière de meilleure qualité, enrichie par une vision extra-financière. Et la deuxième raison pour laquelle la finance est devenue de plus en plus responsable, c'est le fait de vouloir investir avec des valeurs. En fait, les investisseurs, ce sont vous et moi qui investissons via l'industrie financière, via des fonds. Et finalement, derrière les fonds, il y a toujours des gens qui ont leurs valeurs et qui ne veulent pas abandonner leurs valeurs lorsqu'ils investissent.
Et donc c'est pour suivre ce mouvement autour des valeurs, que ce soit sociales ou environnementales, que l'industrie de la finance s'est développée vers cet investissement socialement responsable. Michel, je pense que vous vouliez réagir ou compléter peut-être, ou donner une vision. Oui, mais on pourrait poser la question pourquoi les syndicalistes s'intéressent à la finance. Alors, en théorie, ce n'est pas évident, mais en tant que syndicaliste, on sait qu'il vaut mieux s'occuper nous-mêmes, de nos intérêts. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je pense qu'il est important qu'on ne se désintéresse pas de ces questions financières et qu'on puisse amener effectivement la finance à être plus vertueuse quelque part. Et ça, c'est très important. Et en tant que préfonds, nous sommes très attachés aux droits humains, aux intérêts environnementaux et sociaux, bien sûr. Et dans ce cadre-là, en tant que préfonds, nous avons choisi de soutenir la chaire universitaire ParisTech Mines, qui est intitulée « Une entreprise responsable et la promotion des entreprises à mission ». Et d'ailleurs, une partie des travaux de cette chaire ont inspiré la loi Pacte, avec la création des entreprises à mission. L'idée que l'entreprise, ce n'est pas seulement des financiers qui viennent faire de la production, mais c'est aussi un impact social, environnemental sur toute une région et toute une économie. Alors moi, je me pose une question, peut-être que je vais trouver une réponse ce soir. Dans les investissements financiers, les épargnants recherchent en premier lieu, en priorité, le rendement financier. Est-ce qu'on peut vraiment, Sébastien, concilier performance financière et rendement avec impact positif pour la société, que ce soit des impacts sociétaux, environnementaux, etc. Oui, je pense que c'est possible. La raison étant que les entreprises les plus responsables sont aussi souvent les entreprises qui sont les plus productives, en fait. Une entreprise dans laquelle les salariés travaillent dans un bon état d'esprit vont être des entreprises qui vont être pérennes. Des entreprises qui respectent leur environnement, même naturel, vont être des entreprises qui ont leur place dans la société qui les accueille. Et donc, on peut penser qu'il va y avoir une création de valeur qui va être plus marquée dans ces entreprises-là. Et donc, cette valeur va être ensuite partagée entre les différentes parties prenantes, donc les salariés et puis les investisseurs qui pourront aussi avoir un petit bonus sous certaines conditions, mais plus techniques dans lesquelles je ne vais pas entrer ce soir. Mais oui, je pense que c'est possible. Michel Nathan, c'est possible de concilier rendement, performance financière et impact positif pour la société ? Tout à fait, c'est possible. Les performances de la Préfonds le prouvent. Et d'autre part, je voudrais rappeler qu'en 2008, pendant la crise financière, les fonds ISR ont eu un rendement financier nettement supérieur aux fonds qui n'étaient pas ISR. Donc, en pleine crise financière, on a bien vu que c'était un élément de solidité important que d'avoir des politiques ISR. Vous avez évoqué tout à l'heure, Michel Nathan, dans vos propos, le régime préfonds retraite est assuré par 4, je crois, assureurs européens, c'est bien ça. Comment prennent-ils votre démarche et concrètement, pouvez-vous nous expliquer comment ils travaillent avec vous ? Et en fait, nous avons un dialogue permanent avec les assureurs, à la fois sur le portefeuille, la gestion du portefeuille, le rendement financier bien entendu, mais aussi le rendement ISR, si je puis dire ainsi, c'est pas tout à fait labellisé, mais voilà. Il me semble que c'est d'autant plus important qu'ils sont eux-mêmes attachés à ça. Ils ont pris des engagements forts dans la COP21 pour pouvoir faire la transition énergétique et la financer. Donc, nous, c'est important de voir avec eux où sont placés nos fonds, comment les fonds évoluent, nos placements évoluent vertueusement, si je puis dire. Et alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine, mais on voit bien que quand on discute sur dossier avec chacun de nos assureurs, ils sont tout à fait prêts à nous entendre, ils sont tout à fait prêts à nous suivre dans nos demandes et nos volontés. Donc ils collaborent parfaitement bien avec vous. Une petite question un peu candide, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais concrètement, pour les gens qui nous suivent, que ce soit ici en public, à Toulouse ou sur Internet, est-ce qu'on peut mesurer l'impact
de l'engagement sociétal et environnemental d'une entreprise? Y a-t-il des indicateurs crédibles? Sébastien, vous pouvez nous répondre sur ce sujet? Oui, je crois que c'est un point qui est vraiment très important quand on passe à l'investissement socialement responsable, parce qu'il y a un gros risque de greenwashing, c'est-à-dire que de plus en plus d'institutions peuvent se prévaloir d'une gestion responsable, d'un investissement responsable. La question, c'est de savoir si les faits sont à la hauteur des paroles. Et donc, il est très important de mettre sur pied des indicateurs. Donc, les indicateurs, vous pouvez avoir des indicateurs dans le domaine environnemental sur les tonnes de CO2 émises. Dans le domaine social, ça va être la fréquence des accidents du travail, la manière dont la richesse est partagée au sein de l'entreprise. Donc ça, ce sont des indicateurs. Ces indicateurs, il faut savoir qui les produit et puis il faut s'assurer de la qualité de cette production. Et donc c'est tous les enjeux qui sont maintenant des enjeux, je dirais, d'actualité sur la manière de bien contrôler que les engagements sont tenus. Ces indicateurs, ils sont accessibles par le grand public? Ils sont visibles? Alors, en général, ces indicateurs sont produits par des agences de notation, telles que Vigeo, l'agence qui s'occupe des fonds de l'après-fonds. Et donc, ce n'est pas vraiment disponible tel que c'est proposé aux investisseurs, mais vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui, maintenant, vont communiquer dans leur rapport annuel des informations concernant ces éléments extra-financiers. Donc Michel Nathan, vous mesurez de façon très efficiente les indicateurs pour les investissements socialement responsables de l'après-fonds. Tout à fait, parce que chaque assureur a son propre système et ses propres indicateurs. Donc c'est pourquoi nous avons décidé nous nous sommes calés d'ailleurs sur les objectifs de développement durable de l'ONU, fixés par l'ONU, et nous avons décidé de demander à Vigeo de noter l'intégralité de notre portefeuille, donc sur l'ensemble des 4 assureurs, pour nous donner une vision. Donc effectivement, nous prenons le référentiel Vigeo, mais qui est un référentiel tout à fait reconnu sur la place publique. Et à partir de là, en notant chaque année notre portefeuille, nous voyons si nous progressons. Et là, nous en sommes à la 8e année de notation de notre portefeuille, et la progression est constante, est très, très nette, très importante. Et ça, c'est aussi le résultat du dialogue fructueux avec nos assureurs. Donc, pour nous, c'est important de mesurer effectivement la réalité, la réalité de l'impact. Et notre objectif, dès le départ, nous n'avions pas choisi la méthode de l'exclusion, mais plutôt la méthode de conduire les entreprises à améliorer leurs résultats et leurs pratiques, plutôt que de dire celle-ci elle n'est pas bonne et on ne veut pas investir dans cette entreprise. Alors l'investissement socialement responsable a de multiples vertus, on vient de l'entendre. Certains d'entre vous parlent même, je crois que c'est votre cas Sébastien Pouget, d'analyse financière intelligente d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez synthétiser pour notre public les principales vertus de l'ISR ? Je crois que l'ISR fait partie d'un mouvement qui est un mouvement, disons, de citoyens qui essaie de faire en sorte que l'économie soit durable. Ça peut être, nous-mêmes en tant que consommateurs, on va faire attention au type de produit qu'on achète. Quand vous êtes un travailleur, vous allez faire attention à la manière dont vous travaillez. Et là, l'idée, c'est que quand vous devenez investisseur, vous puissiez être aussi un investisseur qui puisse être en lien avec ses valeurs. Et donc, c'est pour travailler dans vers un monde plus durable que la finance responsable a toute sa place. Denis Lefebvre, président, est-ce que la Préfonds a pris d'autres initiatives en la matière ? Oui, on vient de lancer un contrat d'assurance vie 100% responsable qui concilie performance, sécurité et donc engagement responsable. Et ce contrat démarre très bien. Alors, on vous avait dit à toutes et à tous qu'on allait effectivement avoir 20 minutes d'échange. On est pratiquement au terme de cet échange. Mais pour conclure sur ce thème, est-ce qu'on peut répondre à cette question que nous avons soulevée tout à l'heure ? La finance peut-elle être vraiment responsable ? Qui veut se lancer dans la réponse ? Sébastien ? Moi, je pense que le défi à venir pour que la finance soit vraiment responsable, c'est le fait pour les financiers de bien transférer les valeurs des gens qu'ils représentent. En fait, la grosse problématique actuelle, c'est de savoir comment les institutions financières votent au sein des assemblées générales des entreprises, quelle est la voix qu'elles portent
pour améliorer la stratégie de ces entreprises. Et normalement, la voie qu'elles portent devrait être celle des affiliés des différents régimes. Et donc, je pense que c'est ça un des grands défis pour faire en sorte que la finance soit vraiment responsable. D'autres questions, Christian Carrega? Oui, ça fait une bonne transition parce que nous publions dans le rapport de gestion année après année ce que nous faisons en termes d'ISR. Les indicateurs qu'on évoquait sont dans le rapport de gestion. Sur le site internet, une page est consacrée à ces éléments-là. Et moi, j'observe dans les échanges qu'on a avec nos affiliés, de plus en plus une demande, en fait, finalement de sens, et de se dire comment est investi mon argent, à quoi ça sert, à quoi faites-vous attention. On sent une demande, en fait, même si le terme ISR n'est pas un terme qui est connu par le grand public, voilà, il y a une demande très claire de donner du sens à son épargne. Donc, on vous avait sollicité tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, via SMS, à nous donner un mot qui pouvait représenter ce que vous imaginiez de la finance responsable. Donc je pense que nous allons avoir le résultat de cette contribution. Voilà les mots que vous avez indiqués via SMS. Donc nous voyons que 3 mots se dégagent en majeur engagement, éthique et en plus fort valeur. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour peut-être avoir vos réactions par rapport à ce qu'émettent nos affiliés préfonds? Sébastien? Je crois que ça rejoint ce que j'indiquais précédemment, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'un citoyen, lorsqu'il est dans la position de l'investisseur, quitte ses valeurs et puis se comporte de manière irresponsable. Et donc, je crois que c'est tout l'enjeu maintenant de l'industrie financière qui a commencé, comme il était rappelé par vos interlocuteurs d'ici déjà d'il y a une quinzaine d'années, que la finance se mette dans la direction des valeurs des investisseurs que nous sommes tous. Michel Nathan, ça vous inspire? 3 mots-clés, éthique, engagement, valeur? Écoutez, ça nous va bien quand même. Hein. La préfond, c'est quand même nos mots-clés. Et en tant que syndicaliste aussi. Donc franchement, ça va bien. Écoutez, merci de cet échange sur l'investissement socialement responsable. Je vous rappelle que c'est la semaine de l'investissement socialement responsable en ce moment. Merci à nos invités sur ce plateau. Nous ne nous quittons pas. Nous allons passer tout de suite au point questions. Les questions des affiliés préfonds par SMS dans un premier temps, qui sont soit en public, soit sur Internet. Donc, deux thèmes majeurs semblent émerger dans les questions que vous posez. Je regarde en même temps. Un premier thème très fortement émerge, le sujet de la fiscalité en matière d'épargne retraite. Peut-être pouvons-nous répondre directement à cette question. Quelles sont les nouveautés prévues par le gouvernement, Président? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? On sait que le gouvernement veut favoriser l'épargne retraite en direction qui puisse financer davantage les entreprises qui connaissent quelques difficultés en France. Alors nous, on a combattu récemment contre tout le dispositif qui consistait à limiter la possibilité pour nos affiliés de racheter des points, qui était le dispositif anti-optimisation. Et nous sommes un aiguillon auprès du cabinet du Premier ministre, auprès de Bercy, pour aller dans le sens d'une fiscalité plus dynamique par rapport à notre épargne. Autre thème abordé par les affiliés préfonds, la loi Pacte, qui suscite beaucoup de questionnements. Quelle sera la fiscalité de la sortie en capital avec la loi Pacte? D'un point de vue général, Christian Carrega, pouvez-vous nous rappeler les impacts pour préfonds de cette loi Pacte qui rentre en... C'est une loi très importante. La loi Pacte, elle englobe toute une série de mesures pour développer le financement des entreprises, pour la croissance des entreprises. Il y a un volet ISR, il y a un volet sur la dimension et le rôle des entreprises qu'on a évoqué, mais il y a un volet qui nous concerne au premier chef, qui est le volet de l'épargne retraite. Alors, cette loi a été votée au printemps, les ordonnances ont été publiées avant l'été, et aujourd'hui, elle rentre en application le 1er octobre, avec finalement quelque chose de simple, la volonté de passer de 200 milliards qui représente l'encours de l'épargne retraite à 300 milliards. Donc une volonté forte du gouvernement
de flécher l'épargne vers la retraite, notamment en limitant les investissements dans l'assurance vie pour aller vers l'épargne retraite. Pour ça, il y a 3 mots-clés, 3 éléments. Le premier, c'est la simplification. Le deuxième, c'est offrir plus de choix. Et le troisième, c'est ouverture à la concurrence. Vous avez là les 3 mots-clés à retenir. Simplifier, ça veut dire que demain n'existera qu'un seul produit. Les PERP, les Madelin, les articles 83, tout ça disparaît, les PERCO, tout ça disparaissent. Et on va se mettre en place, encore une fois à partir d'aujourd'hui, ce qu'on appelle un PER, un plan d'épargne retraite. Alors, il sera décliné dans un mode individuel, dans un mode catégoriel, dans un mode collectif, mais le PER est le seul produit épargne retraite. Et une incitation assez forte pour transférer une partie de l'épargne cumulée sur de l'assurance vie vers de l'épargne retraite. Premier sujet, on simplifie. Deuxième sujet, on offre plus de choix. Plus de choix, ça veut dire typiquement qu'à la sortie, vous aurez le choix entre capital ou rente. Vous aurez le choix entre un capital que vous pourrez demander à être fractionné, de pouvoir le toucher sur plusieurs années. Et puis, des cas de déblocage anticipé ont été étendus, notamment, vous pourrez récupérer une partie de votre épargne pour financer l'achat de la résidence principale. Troisième sujet, la concurrence. De nouveaux acteurs vont émerger, des sociétés de gestion. Et puis surtout, vous allez pouvoir transférer plus facilement qu'aujourd'hui votre contrat PERP vers Préfonds, votre contrat Madelin vers d'autres intervenants, dans une logique où votre épargne retraite suivra toute votre carrière. C'est cette logique de transférabilité en limitant les frais sur le sujet. Alors, Préfonds dans tout ça. Préfonds, dès le début, la loi Pacte, on en parle depuis 1 an et demi. Dès le début, nous sommes allés voir les rapporteurs parlementaires, les cabinets du ministre de l'économie, pour la direction générale du Trésor, pour dire attention, il est extrêmement important de préserver, de renforcer le premier régime de retraite en France, qui est la Préfonds. Préfonds, c'est 17 milliards d'encours, ce qui représente 1/3 de l'épargne retraite individuelle, et c'est 15% des flux annuels de l'épargne retraite. En France, l'épargne retraite, c'est 2,8 milliards d'épargne année après année, en année normale. Préfonds représente 15% de ces flux-là. Donc il était primordial pour nous que nous puissions avoir l'assurance que le régime Préfonds ne s'arrête pas, qu'il continue. Et donc c'est ce qui va se passer. À partir du 1er décembre, le régime Préfonds sera Préfonds retraite, PER, et donc c'est finalement un peu le meilleur des deux mondes. Vous aurez à la fois la garantie qui est la vôtre aujourd'hui de ce régime qui vous garantit que pour 100 € versés, vous connaissez avec certitude le montant de la rente à 60 ans. Et vous savez que cette rente ne pourra, quoi qu'il arrive, jamais baisser. Si je vous dis que vous avez droit à 100 € de rente, ce ne sera jamais 99, ce sera toujours 100 et plus. Donc cette garantie-là est préservée. Et puis, on va offrir le choix pour tous les points qui ont été acquis à partir du 1er décembre. Vous aurez le choix de choisir rente ou capital, de panacher. Je veux la moitié en capital, la moitié en rente. Je veux que mon capital soit versé en 5 ou en 10 fois. Vous pourrez choisir de récupérer une partie ou toute votre épargne dans le cadre de l'achat d'une résidence principale. Voilà, donc on est sur le pont depuis le début de l'été pour faire évoluer le régime. Ce sera le cas au 1er décembre. Il y a une communication qui est en cours d'envoi que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres pour faire en sorte que le régime Préfonds retraite soit renforcé de cette loi Pacte. Et puis il y a un élément fiscal qui est important, c'est que tous les versements qui seront faits dans le cadre d'un PER seront entièrement déductibles du revenu imposable sans tenir compte de cette mesure qu'évoquait le président, qui est cette mesure anti-optimisation qui, vous le savez, dans certains cas, limite la déduction fiscale en 2019. C'est le fameux dispositif dit de la moyenne. Voilà, donc tout ce qui sera versé sur un PER, c'est-à-dire dans le régime Préfonds retraite, sera entièrement déductible sans contrainte particulière. Merci, effectivement, nous avions énormément de questions sur le PER. Merci à vous tous, affiliés ici présents à Toulouse, à tous nos internautes. Merci à Sébastien Pouget, merci au président, à la vice-présidente et au directeur général de la Préfonds. La prochaine date de Préfonds TV, c'est en février 2020. Nous serons à Toulon. Vous pourrez aussi regarder sur préfonds.tv le replay de cette émission. Merci à tous et très bonne fin d'après-midi.